Fureur de lire, 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le Cercle de la librairie et de l'édition Genève. Slatkin, un nom que les Genevoises et Genevois connaissent bien. Un nom implanté en vieille ville depuis plus de 100 ans et associé au livre depuis 4 générations. Slatkin, un pont entre tous les métiers du livre, de la librairie à l'édition en passant par l'imprimerie et la diffusion-distribution. Slatkin, ce sont aujourd'hui un café littéraire en vieille ville, 20 collaborateurs entre Paris et Genève et 5 marques d'édition, dont les éditions Slatkin et Slatkin et compagnie. Depuis 1983, date de leur première publication originale, les éditions se sont imposées en Suisse romande comme un éditeur régionaliste et généraliste. Nous publions aujourd'hui une 40aine de titres par an dans tous les genres, avec un lien central à notre patrimoine et à notre région. Dans notre catalogue se côtoient des titres emblématiques comme La Haute Route de François Pérodin ou Le Dictionnaire impertinent de la Suisse de Christophe Buchy et Guy Mettan, mais aussi des documents, des essais, de l'humour et de la fiction, entre autres. Hermann, Eugène, Corinne Jacquet, Christophe Vuillemier, Joël Kuntz, Mélanie Richaud, Anne-Frédérique Rochat, Barrigue, autant d'auteurs et d'autrices que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser dans des salons ou festivals littéraires ou dont vous avez vu les livres lors de flâneries en librairie. Depuis 2016 et la création du label Slatkin et compagnie, la visibilité du groupe s'est accrue. Le nom de Slatkin s'étend désormais à toute la francophonie. À vocation internationale, le catalogue de Slatkin et compagnie rend accessible aux lecteurs francophones des auteurs étrangers, comme par exemple Luca Di Fulvio, qui était à Genève fin octobre, et offre à certains écrivains romans, tels Marc Foltenauer ou Nicolas Feutz, une passerelle vers le lectorat français. Sous leur influence et suivant la tendance actuelle, les éditions se positionnent aussi sur le marché du polar et du livre électronique. Cette année 2021 se révèle très riche sur le front des prix littéraires avec plusieurs nominations, dont celle de Sarah Beau au Festival du Polar Suisse pour Une fille hors pair, Anne-Frédérique Rochat au prix des lecteurs de la ville de Lausanne avec Longue nuit et petits jours, ou encore Table pour 3 à New York, d'Elie Bernheim au prix SPG, pour ne citer que quelques exemples. Certains auteurs ont même passé la rampe. Je pense à Berthilde Galland, dont nous avons publié les écrits en 8 volumes et qui vient de recevoir le prix des écrivains vaudois, à Jean-Daniel Robert, qui s'est vu décerner le prix de la Société des écrivains valaisans pour ses 2 tomes de papier Vos poètes, ou encore à Ressuscité, de Marion Imono, qui a été couronné du prix Gonnet 2021 lors du récent Festival du Lac, à Collonges-Bellerive. Cette visibilité, sans compter la pandémie et les vocations engendrées par les confinements successifs, nous apporte un nombre croissant de propositions de publication, près d'1 par jour, ce qui implique forcément des choix, le choix étant inhérent à notre métier d'éditeur. Ce dernier dicté par certains critères objectifs, comme l'ancrage régional dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par d'autres, plus subjectifs, dont les émotions suscitées par le texte quand il s'agit de littérature. Les 2 œuvres dont vous allez entendre des extraits, La chienne mère de Simona Brunel-Ferrarelli et Ressuscité de Marion Imono, en sont des exemples prégnants. Avec La chienne mère, Simona Brunel-Ferrarelli nous emmène en Italie, vraisemblablement il y a quelques décennies. Allegra Felice est la dernière enfant de la famille, la seule fille arrivée sur le tard et que sa mère, une mère de garçon, répète-t-elle, n'a pas désirée. Elle s'était d'ailleurs persuadée qu'elle ne survivrait pas à cette nouvelle grossesse. Contrairement à ce que signifient ses prénoms, heureuse, joyeuse en italien, la jeune fille connaît la pauvreté matérielle et affective. L'existence est rythmée par les éclats parentaux, le déplacement des meubles de pièce en pièce, à défaut de voyage, d'autres horizons. Un univers brut, animal, au sein duquel une chienne, justement, vient pallier les manquements humains. Le titre est à interpréter de manière littérale, car par un renversement de rôle, la chienne adoptée, la bien nommée mère, deviendra une figure maternelle pour Allegra Felice. L'amour inconditionnel qu'elle porte à sa jeune maîtresse sauve sans doute cette dernière de la délinquance, destin auquel, en revanche, ses frères et Saï, son frère de cœur, semblent destinés. Mère voue à la jeune fille un amour pur, instinctif, absolu. Un amour animal qui transcende tout. Elle lui apporte la chaleur et l'affection qui lui manquent.
Le roman est traversé, habité par la mythologie. L'auteur a pensé et pesé chaque mot avant de nous soumettre son manuscrit et nous offre un dénouement d'une subtilité rare. Ce texte m'a fait l'effet d'un coup de poing, d'un coup de cœur. Il s'agissait en tout cas d'une évidence. Reçu au printemps, il s'est naturellement imposé à notre programme de la rentrée littéraire, pourtant déjà bien rempli, pour ne pas dire déjà bouclé. Simona Brunel-Ferrarelli s'est fait remarquer avec son premier roman « Les battantes », publié chez Encre fraîche en 2019. Avec La chienne mère, la Genevoise confirme son talent et s'impose comme l'une des autrices contemporaines incontournables. La chienne mère. Simona Brunel-Ferrarelli. Après la joie. J'ai mal partout. Partout où est passé le fracas de la discorde. Partout où c'est désuni. J'ai mal à l'amour qui est mort depuis longtemps, à mon corps d'enfant que je n'aime plus. Dans mes souvenirs aussi, j'ai mal. Partout où j'en ai, à l'entrée de chaque camp, de chaque clôture. Il n'y a plus une seule piste qui ne mène aux larmes désormais. Tout pleure, tout se plaint de ses restes, tout déplore les choses advenues. En d'autres temps, d'autres circonstances, je me serais relevée facilement. Maintenant, plus. J'ai passé l'âge des temps forts, ces heures liées à la fraude des premiers mots. Désapprendre m'a pris toutes mes forces, et aujourd'hui, je suis moins solide qu'hier, moins combative, sans filet pour me rejoindre, retrouver les marges du début. Méchante, de cette méchanceté crasse obtenue douloureusement à force de... et qui enlaidit les autres. Plus que les rides, la cellulite, les cheveux blancs. De cette méchanceté crasse qui est devenue malveillance, ressentiment, semblable à ces rancunes grandes qui mobilisent le cœur à l'excès. Juste avant ça, avant l'éboulement, j'ai pourtant tenté une dernière fois et de toutes mes forces de me convaincre que demain serait encore demain, c'est-à-dire le jour où les choses rentreraient enfin dans l'ordre, rouleraient de nouveau. Mais demain est resté aujourd'hui, implacablement, résistant à ma peine, sans que rien ne bouge. Je peux donner une date à l'effondrement, me souvenir d'avant. Je peux raconter comment c'était lorsque je n'étais pas comme ça, encombré du poids des choses arrivées, ces catastrophes. Je peux dire, c'est à cause de ça, et puis aussi de ça, et encore de ça. C'est à force de ça et de ça que tout a été réduit à peu, petit à petit. Les muscles, les os, la volonté. C'est à force de ça et de ça que je marche aujourd'hui à la barbe de Dieu. Que mes yeux ne regardent plus les autres, que je ne vois pas, que je ne vois plus à quoi je ressemble, à qui. Tout, ici, est au point mort de mon enfance, irrattrapable, condamné. J'entends les mêmes bruits aux mêmes heures, les mêmes roulements d'acier sur l'acier qui hurlent toute la nuit l'ivrognerie de leur vie. Rien n'a été emmagasiné dans un temps pour mourir, là où mère s'est engouffrée. 1. Je suis née brute, vorace, prête avant l'heure pour le combat. Ma mère, apprenant sa grossesse, avait décidé qu'elle ne survivrait pas à l'accouchement. Des générations de mères avant elle avaient tremblé pour moins que ça. Une indisposition de rien du tout, 3 fois rien d'égratignure. C'était une indéfectible marque de fabrique que de n'être bonne à rien chez nous. Elle avait donc disposé de l'avenir en quelques mots,
griffonnée sur un torchon, comme chaque fois qu'elle allait chez le médecin, certaine de ne pas en revenir. Entre l'enfant et moi, sauvez l'enfant. Mon père se consolerait, pensait-elle. Ne le faisait-il pas déjà ? Lui se torturait pour autre chose. Une autre bouche à nourrir. Et, dans ces ceintures de ville où l'existence est rude, une bouche, c'est un gouffre. Comment c'est arrivé ? Cette question les tortura longtemps. À notre âge. Pendant tout le temps de l'attente longue, je les entendis rugir dans ma cage ventrue. Cet enfant naîtra difficilement. Il faut que je mange peu, afin qu'il ne soit pas aussi gros que les autres, sinon il me tuera. Tu t'inquiètes pour rien, marmonnait le père entre deux tassées de soupe. Laisse Dieu faire son travail. Dieu dort, pensait ma mère qui avait perdu la foi. Quant à moi, je n'étais alors qu'un cœur minuscule battant dans des eaux grises. Mais je devinais déjà, dans toutes ces rebuffades, qu'un rien pourrait avoir raison de moi et que, pour me protéger de ces insanités, je devais faire quelque chose d'important. Manifester mon enthousiasme, encourager ces deux-là à m'accueillir dignement, mais je n'existais pas encore. J'essayais alors de frapper sourd pour me manifester au plus près, à l'encoignure des artères, malgré cette poche de silence qui empêchait qu'on m'entende. Je cognais à la déroulade, donnais des gifles d'air à mes cellules pour qu'elles s'appliquent dans leur travail d'exister et, à la fin, puisque cela ne donnait rien, je me mis à bruire. À bruire pour elle, ma maman, qui proclamait à n'en plus finir ces arrêts de mort qui m'exaspéraient. Rien. Ma mère ne sentait rien. Je ne la reconfortais pas. Et puis, un jour, de manière tout à fait inattendue, une réponse arriva. De tout près, de l'autre côté des eaux, cessant sa battance égale à la mienne, partant en déroute pour se faire entendre de moi, contre la cloison veinée d'or sombre, le cœur de ma mère me répondit. Un signe petit, un presque rien, annonçant sa vie vieille, à moi soudée, inaliénable. Il arriva jusqu'à moi, bercé par la vasque épaisse du placenta pour affronter ensemble ce voyage difficile, cette mer des ombres dans l'eau glacée. Alors, ce fut tout différent. Le petit cœur que j'étais s'allongea sans mesure. Il devint énorme, monumental, sans fin. Je pris soin de grandir et de me développer avec une voracité de fauve. Des tentacules survinrent, puis je m'allongeai. Tout poussa. De l'autre côté de la paroi, au bout de mes mains qui se formaient, des mains m'attendaient, me disais-je. Mais ma mère souffrait. Elle souffrait ma présence sur ses 40 ans sonnés depuis un bon moment, ses fatigues. Autour d'elle, mes frères, la vieille, ils faisaient tout pour la distraire et différer la désolation où sa grossesse la plongeait. Notre père, non. Notre père n'essayait plus. Il était fatigué. Et, dans l'entrebâillement d'une existence rongée par une détestation mutuelle, il laissait aller, ne s'inquiétant que très vaguement de moi. La nature ferait son travail, dans un sens ou dans l'autre. Il fallut résister. Ma mère, affamée, m'affamait afin que je pousse moineau. Pas de viande, ni de fruits et légumes, mais des bonbons acides qui la faisaient vomir. Pour moi, c'était les montagnes russes.
et l'eau dans laquelle je baignais et dont je me nourrissais avait alors le goût de la mort. L'obscurité qui m'entourait indiquait qu'elle ne portait que du noir, aucune lumière du monde ne parvenant jusqu'à moi, filtrée par sa peau sombre. J'aurais aimé qu'elle me chante des berceuses, le soir, pour que la transition entre ciel et terre soit moins déchirante, que des mains massent son ventre, que des mots me promettent un avenir. Au lieu de cela, rien. Nous attendions, tous, ce grand moment de la délivrance pour être délivrés les uns des autres, enfin, sans trop de heurts de part et d'autre et sans que l'attente ne devienne une occasion de se recriminer des choses. Au 8e mois, n'en pouvant plus, je décidai enfin qu'il était temps, qu'il fallait tenter quelque chose pour se protéger de ces eaux mortes. Je me mis à cogner, à gratter, à mordre. Il fallait me sortir de là, sans cela je mourrais. Et, au bout d'un siège intense, quelque chose se passa. Ma mère déclara que ce bébé faisait un boucan d'enfer à l'intérieur d'elle, qu'il cognait contre son foie et son côlon à longueur de journée et qu'il était temps de l'enlever. Dans Ressuscité, de Marion Emono, l'émotion est à fleur de page, à fleur de mots. Il s'agit de l'histoire de Choukrier et Sultan, un couple contraint à fuir l'Afghanistan. Ils rejoignent l'Iran avant de se résoudre à tenter le grand voyage vers l'Europe pour sauver leurs enfants et leur offrir un avenir à la hauteur de leurs aspirations. L'une de leurs filles veut devenir pédiatre, l'autre juge pour enfants. Au moment de la traversée vers Lesbos, leur navigation frôle le naufrage. Le bateau ne quitte finalement pas les côtes turques. Mais l'un des fils, Madi, manque à l'appel. Il a 9 ans. Pendant 8 mois, ses proches le cherchent sans relâche jusqu'au fameux Wir schaffen das d'Angela Merkel, discours qui s'annonce comme leur seule chance d'émigrer en Europe. Le père, Sultan, décide donc de poursuivre la route. Les membres de la famille le suivent, le cœur lourd, jusqu'en Allemagne. Dans le camp qui les recueille, un employé du CICR, touché par leur désarroi, fait sienne la recherche de Madi. Il le retrouve en Turgovie. C'est au moment où le jeune garçon pourra enfin retrouver les siens, après 1 an et demi de séparation, que Marion Emono a eu connaissance de leur histoire dans une brève télévisée, car il s'agit d'une histoire vraie. Bouleversée, l'autrice a retrouvé la famille et recueilli le récit de la mère avec l'aide d'un interprète. Forte de cette matière, elle a modelé cette pâte, comblé les blancs, les interstices, tissé, derrière le récit vrai, la fiction. Ce texte découle donc d'une double démarche, journalistique et littéraire. Marion Emono se met dans la peau de cette mère à qui l'indicible advient. Paru au printemps dernier, ce roman entre en outre en profonde résonance avec l'actualité. S'il évoque l'émigration, ce texte parle surtout de lien familial, là encore, d'humain, de chair, de sentiment. Il se distingue par une écriture empreinte de pudeur, une écriture d'une infinie justesse, dénuée de voyeurisme ou de pathos. Ressuscité est le 2e roman de Marion Emono, encore une autrice promise à un bel avenir. Marion Emono, Ressuscité. Nazira voulait être professeure de physique, mais on lui a proposé un stage dans un établissement pour les personnes âgées. Elle n'a rien dit. Elle s'estime déjà heureuse d'être intégrée à un quelconque programme. Quand nous avons compris que tout cela était du travail gratuit, Sultan, qui faisait le manœuvre pour une entreprise de bâtiment à Welzen, Fariba, qui faisait la plonge dans un restaurant, ou encore Nazira, qui allait travailler avec des personnes âgées, nous avons été surpris. Mais nous avons saisi le raisonnement allemand. Pour tous les 8, le gouvernement verse 1 650 € par mois. Notre loyer est pris en charge et nos médicaments le sont aussi. En fait,
on est mobilisé pour mériter ces aides, pour que l'État allemand se rembourse un peu en quelque sorte. C'est Madame Steiner qui nous a confirmé cela. Avant toute autre considération, nous sommes reconnaissants d'être ici, en bonne santé relative, que nos enfants puissent aller à l'école et que nous puissions vivre ensemble dans un quartier tranquille. Sultan m'a dit qu'après tout, il n'avait que 43 ans, que la vie était devant lui, qu'ici, l'espérance de vie était bien supérieure à 62 ans, qu'il apprendrait comme il faut l'allemand, qu'il pourrait ouvrir un petit magasin ou même se remettre à donner des cours. Des cours de quoi ? Avais-je contesté en pensant à autre chose. Il n'avait rien répondu. Il fallait oublier les cours de théologie. Quant à la biologie et à l'histoire qu'il enseignait une vingtaine d'années plus tôt, il savait pertinemment qu'il n'atteindrait jamais le niveau d'allemand suffisant pour enseigner aux jeunes gens de ce pays. Et puis, que leur importe l'histoire de notre région à 12 000 kilomètres de là. Dès 7h30 le matin, chacun décampe tour à tour pour ne revenir manger que vers 13h30, puis rebelote jusqu'à 19h. Quand le dernier quitte la maisonnée, je referme la porte à double tour et je m'effondre. Là, seule dans cette maison de 100 mètres carrés, dans un confort que mes sœurs en Afghanistan ne pourraient pas même imaginer, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je pense à Mahdi. Et le bébé qui grandit en moi me fait mesurer encore davantage son absence. Je pleure et je ressasse. Nous avons été irresponsables de partir d'Afghanistan. La place de mes enfants était là-bas, et tant pis si Sahareh était obligé d'épouser un vieux rabougri. Il eût mieux valu qu'on lui confisque sa vie et qu'elle reste vivante plutôt que nous perdions Mahdi. Et tant pis si mes enfants risquaient à tout moment d'être kidnappés pour leurs organes. Tant que ce n'était pas arrivé, on ne pouvait pas regretter. On aurait volé la vie de mes 2 filles, mais au moins on n'aurait pas tué Mahdi. Il y a une différence entre se faire voler sa vie et mourir. J'en étais sûre maintenant. J'y voyais clair. Nous aurions dû rester sur place. Quel gâchis! L'instant d'après, le visage baigné de larmes, je me persuadais du contraire. Je me rappelais les lapidations publiques, les mains tranchées des voleurs, les enfants qui se tuaient sur le chemin de l'école. Non, nous ne pouvions pas rester là-bas. Ce n'était pas possible. Nous avions bien fait de prendre nos clics et nos claques. Nous voici en Allemagne maintenant. Oui, nous avons égaré Mahdi, mais au moins les 5 autres sont vivants et surtout en sécurité. Ne valait-il pas mieux qu'un d'entre nous y soit resté pour que tous les autres soient à l'abri ? Je tourne ça dans tous les sens et, la minute d'après, je regrette mes pensées. Je suis pieuse, mais le bébé qui grandit en moi m'a confisqué ma foi. Que vais-je faire de cette nouvelle bouche à nourrir ? Mon Dieu, aidez-moi à ne pas penser de la sorte. Que vais-je faire s'il naît en mauvaise santé ? Et comment pourrait-il en être autrement ? Cela fait des mois que je me bourre d'anxiolytiques, que je ne ferme pas l'œil, et le manque d'hygiène durant notre périple vers l'Europe a marqué l'ensemble de mon corps. J'ai de l'eczéma purulent sous les pieds, des mycoses un peu partout, sans compter ma tête qui ne tourne pas rond. Non, je ne suis aucunement prête à accueillir ce nouvel enfant. Et pourtant, il le faudra bien. Mes seins qui gonflent se préparent déjà à nourrir le futur nouveau-né. Ça me fait un mal de chien. Il faut d'ailleurs que je me procure d'autres soutiens-gorge, mais je n'ai pas encore osé en parler à Madame Steiner. Y a-t-il seulement un magasin qui vend des sous-vêtements ici, à Bad Bodenteich ? Et si mes mycoses m'empêchent de l'allaiter, mais si je n'allaite pas, je pourrais reprendre des anxiolytiques.
Idée de génie. Tournie. Chaque matin, je me laisse ainsi envahir par le chagrin pour mieux communier avec Mahdi, mon tout petit. Où peux-tu bien être? As-tu péri dans cette mer Méditerranée de malheur? Cette nuit-là, pourtant, aucun chavirement n'a été enregistré, sauf le nôtre, à quelques encablures du rivage, ce qui nous a permis à tous d'être sauvés, même ceux d'entre nous qui ne savaient pas nager. Mahdi. Les nausées me reprennent. Je suis dans mon 3e mois de grossesse. Ces vomissements matinaux ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Il faut tenir bon. Si ce n'est pour Mahdi, si ce n'est pour ce bébé, au moins pour les autres. Pour Sahareh, qui rêve toujours de devenir pédiatre. Pour Roya, qui se rêve en juge pour enfants. Pour Nazir et Farouk, qui sont encore si jeunes. L'enfant que je vais mettre au monde sera germanophone. Je m'accroche comme je peux, avant de saisir mon aspirateur et de m'atteler aux tâches ménagères. Fureur de lire 2021. Un festival littéraire de la ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021.